Ce qu'on a appelé la libération des femmes, j'ai vécu ça comme une aliénation absolument terrible, terrible, terrible. J'ai eu l'impression que les femmes perdaient tout avec cette pseudo-libération. Elles perdaient le respect qu'on avait pour elles, elles perdaient l'image d'elles-mêmes, elles entraient de plus en plus dans une espèce de culpabilisation de tout ce qui n'était pas la carrière. Et j'ai vécu notamment, enfin à titre personnel, et ça c'est un des grands drames de ma vie, j'ai été confrontée à la situation d'une grossesse non désirée que je désirais assumer par responsabilité, par respect, par décision personnelle responsable. Et le ciel m'est tombé sur la tête, c'est-à-dire que de tous côtés, et du côté le plus indigne et le plus cruel, hein, bon, je n'entre pas dans les détails aujourd'hui, l'injonction a été avorte. Et j'ai compris, et c'était au début des années 80, que ce qu'on nous avait présenté comme une libération, le droit d'avorter, était devenu une aliénation, l'obligation d'avorter, la culpabilisation de donner la vie. Et j'ai compris à ce moment-là où est-ce qu'on nous emmenait. J'ai compris. Et c'était dans une période de ma vie où j'étais vraiment très très loin de toute démarche religieuse. Enfin, j'avais ça vraiment derrière moi et ça l'était encore pour de nombreuses années. Mais je me souviens que tous les gens à qui je me suis adressée en criant au secours, c'est-à-dire que la pression a été telle que j'ai fini par faire une fausse couche. Je veux dire, c'était impensable de mener à terme une grossesse dans les conditions de stress et de terreur que je vivais à l'époque. Les seuls qui m'ont écouté sont les cathos. Tous les autres, c'était avorte, c'est ton devoir. C'est-à-dire que j'ai compris ce que c'était que la libération des femmes. C'était l'obligation pour les femmes d'entrer dans un moule qui n'était pas celui qu'elles avaient demandé, qui ne correspondait absolument pas à leurs désirs, qui ne répondait pas à leurs souffrances, et qui était une nouvelle norme. Et j'ai cessé d'être dupe à ce moment-là. Et vraiment, si je fais le bilan de ce qu'on appelle la libération des femmes, je considère que c'est une aliénation absolument sans nom. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Pas uniquement à propos des enfants, à propos de beaucoup de choses. À propos de beaucoup de choses. Il y a vraiment une culpabilisation des femmes qui se reconnaissent dans un schéma traditionnel, dans un schéma, dans celui qui s'est passé de génération en génération. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça répond à un critère, mon plaisir et mon droit et la satisfaction de mes désirs est un droit absolu. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y a pas que les désirs immédiats, il y a aussi la satisfaction des projets de vie qu'on a sur le long terme, du type de relation qu'on a envie d'entretenir avec son entourage. Et ça ne concerne pas que la satisfaction individuelle de ses plaisirs immédiats. Je pense que l'accomplissement de soi, ça passe par des valeurs partagées avec son entourage, y compris avec des gens qu'on ne connaît pas. C'est ce qui fonde, je crois, une nation. Hein, c'est qu'on partage des valeurs avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, mais avec qui on respecte des codes. On a présenté comme une libération des femmes une aliénation épouvantable, dans lesquelles les femmes ont été sommées de perdre leur âme. Et en fait, ce qu'on disait, c'est la femme, elle fait ce qu'elle veut. Ben non, jamais, jamais. Quand elle était dans le moule traditionnel, on disait elle est aliénée parce qu'elle a certainement envie d'aller travailler à l'extérieur et puis de faire une carrière. Mais celle qui ne veut pas faire une carrière, est-ce qu'on l'écoute? Non plus. Non plus. Et je pense notamment à ces problèmes concernant l'avortement. Je n'arrive pas à imaginer maintenant, tel que je vois les choses, qu'il y ait la moindre possibilité pour une jeune fille qui se retrouve enceinte de faire autre chose que de passer par la case avortement obligatoire. J'imagine vraiment qu'une jeune fille qui se retrouve enceinte, je ne sais pas, 18-19 ans, il n'y a aucune instance lui permettant de dire « en fait, j'aimerais bien le garder ». Ça n'existe plus, ça. Ça n'existe plus. Et je trouve ça monstrueux. Alors moi, je ne suis pas pour obliger, pour empêcher, c'est pas ça que je dis. Ce que je veux dire, c'est qu'on prétend qu'il y a une liberté, alors qu'en fait, on est passé d'un conditionnement à un autre. Et les femmes ne sont toujours pas écoutées. Je pense que, très certainement, elles l'étaient mal dans l'ancien système, j'en suis persuadé, mais elles ne le sont pas mieux aujourd'hui.
Alain parle aussi d'une nouvelle mise en esclavage en fait, de la femme avec le salariat. Non, bah, c'est évident, c'est évident. Je veux dire, la femme, elle a la journée double, triple, quadruple. Puis alors, je veux dire, les femmes en ville, elles crèvent de solitude, quoi. Elles crèvent de solitude. Le salariat, enfin surtout que plus ça va et plus les salaires sont bas, plus il est impossible de s'en sortir seul et plus les gens sont seuls. C'est effroyable, quoi, la mise en condition de salarié de la majorité. C'est pas de la majorité maintenant, c'est de l'écrasante majorité des femmes. C'est une mise en esclavage, c'est évident. C'est évident. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à travailler, j'avais des amis du kibbutz qui étaient venus me voir et ils me disaient, mais putain, tu fais de ces journées. Ils me voyaient partir le matin, le soleil n'était pas levé, je revenais le soir, il faisait nuit, puis je faisais des courses, et puis j'étais une jeune femme, c'était pas grave, j'avais pas en plus le mari et les gosses à m'occuper. Rien que ma vie de... Mais il me dit, mais c'est dingue ce que tu peux abattre. Faut dire qu'au kibbutz, là, c'était les pieds sous la table. Enfin, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que la possibilité pour une femme de tenir son ménage, si c'est ça qui lui convient, moi je veux forcer personne, mais je pense qu'elle est culpabilisée là-dessus. Moi j'ai une copine qui m'a raconté ça. Quand elle s'est fait planter par un mec indigne, elle est allée demander de l'aide, hein, elle avait les mômes sur les bras et tout. Immédiatement, on l'a engueulée de ne pas s'être mise tout de suite au boulot. Avec une maison et 4 mômes, il fallait en plus qu'elle aille courir. Non mais attendez, c'est bon. C'est bon. Moi j'ai un infini respect pour les tâches ménagères. Hein. C'est-à-dire que je tiens ça de ma mère. Ma mère était, elle n'a pas enseigné, mais elle n'a pas pratiqué, mais elle était de formation professeure d'enseignement ménager. Donc elle menait sa maison comme ça. Elle m'a tout appris, ce qu'il y avait à comprendre. Mais c'est un métier de tenir une maison. Une maison, un jardin, de s'occuper de son foyer. C'est un métier, c'est un travail. Un travail qui n'est pas salarié. C'est du travail quand même. C'est du travail quand même. C'est du travail qui... C'est d'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est le truc qui m'avait le plus séduite quand je suis arrivée au kibbutz. J'ai vu que toutes les tâches ménagères, elles étaient considérées comme des tâches à part entière, au même titre que le reste. Si tu travaillais à la cuisine, si tu travaillais à la planche, c'était ton boulot. C'était pas le truc qu'on laisse aux bonnes femmes en plus du... Non, c'était un travail à plein temps et considéré avec le même respect. Et moi, j'ai un infini respect pour tout ce qui touche à la maison, parce que je suis comme ça, parce que c'est ma mère qui m'a élevée comme ça. Et je pense que de plus en plus de femmes sont réduites à d'abord plus savoir ce que c'est et à plus avoir vraiment le droit d'apprécier, le droit de l'aimer, ça. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Mais c'est-à-dire que maintenant, bon, les couples n'y arrivent plus, c'est sûr. Avant, hein, le père faisait vivre la famille, maintenant, il faut 2 salaires pour y arriver. Mais c'est vrai que la réduction de la situation des femmes au salariat, c'est au salariat le plus mal payé, au salariat, puis même s'il est bien payé, c'est une aliénation dingue. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait sa tête dans les intérêts de l'entreprise dans laquelle on est. C'est pas forcément ça que veulent les femmes. Puis alors il y a un truc qui m'agace, moi, c'est la parité dans les trucs politiques. Alors ça me rase au plus haut point. Bon, et Dieu sait si la politique m'intéresse, hein, j'en fais. Mais shabadabada, là, un homme, une femme, je suis absolument insensible à ce genre d'argument. Absolument insensible. C'est probablement parce que je n'ai aucune espèce d'ambition élective, que j'ai jamais rêvé d'être élu à quoi que ce soit et que je me suis pas mise sur les rangs pour le devenir. Mais de dire qu'il faut absolument qu'il y ait autant d'hommes que de femmes à l'Assemblée nationale, ça me semble un peu crétin, quoi. Je pense que les femmes sont beaucoup moins motivées que les hommes pour ça. C'est pas qu'elles n'ont pas envie d'avoir d'influence, mais elles ont la leur et de façon différente. Donc l'égalité entre les hommes et les femmes, pour moi, c'est un leurre. C'est un leurre, puis c'est un attrape-couillon. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Moi, j'ai pas envie d'être égal de machin, de trucs. J'ai envie d'être moi. Voilà, ça suffit. La complémentarité entre les deux sexes. C'est l'accomplissement de soi, quoi. C'est l'accomplissement de soi. Si on s'accomplit en... Moi, je comprends, bon, il y a vraiment eu des abus dans l'autre sens, il y a vraiment eu des femmes qui ont été infantilisées. Vraiment, je suis contre l'infantilisation de la femme. Mais j'ai pas besoin d'être infantilisée, mais j'aime qu'un homme soit protecteur. C'est ça qui me séduit dans un homme, c'est ça qui m'a séduit dans celui avec qui j'ai partagé ma vie. Et ça implique un certain respect,
un certain respect des normes classiques, anciennes et traditionnelles. Justement, tout à l'heure, tu me parlais de ça, c'est ça qu'on a oublié de dire. Ouais. C'est, pour toi, pourquoi on parlait du test là, macho de Bâle. Ouais, on dit les femmes sont intéressées par les hommes que s'ils ont de l'argent. C'est absolument pas vrai, c'est pas l'argent qui séduit. C'est l'impression, alors que peut donner l'argent de façon certainement illusoire, mais que donne l'argent facilement, l'impression que l'homme qui a une certaine puissance sociale sera protecteur. Ce que cherche une femme chez un homme, qu'elle se l'avoue ou qu'elle se l'avoue pas, mais dans les stéréotypes de séduction, c'est comme ça que ça passe, c'est l'homme qui va la protéger, dont elle va avoir au moins l'illusion qu'il sera protecteur. C'est pour ça qu'on croit que les femmes sont attirées par l'argent. En fait, on dit un coup elles sont attirées par l'argent, un coup elles sont attirées par le plus grand, elles sont attirées par celui qui a les gros biscottos. Il est de fait que, dans le stéréotype classique, la femme est attirée par l'homme dont elle pense qu'il sera protecteur. Et c'est cette image-là qu'on s'amuse à casser. Bon, c'est vrai qu'il y a des femmes qui sont attirées par des hommes qui sont minés, mais je pense que ce n'est pas la majorité. Et puis s'il y a des hommes minés et qu'il y a des femmes qui sont intéressées par les minés, que chacun s'entende. Mais ce qu'on appelle le stéréotype qu'on essaye de casser, à savoir le macho, ben c'est quoi le macho? C'est l'homme dont la femme va avoir l'impression qu'il sera protecteur. Et ça, je pense que la séduction assurée pour un homme, c'est ça. Et le pendant de ça, c'est la femme nourricière. Alors, c'est bien sûr, bon, je pourrais faire de la psychologie à deux balles, surtout pas de la psychanalyse, pour ce que j'en pense, mais c'est vrai que la petite fille va attendre de son papa qu'il soit protecteur et de sa maman qu'elle soit nourricière, et je pense que dans le couple, on revient quand même plus ou moins à ça. C'est-à-dire que la femme va attendre de son mari qu'il soit solide, enfin de son mari, de son compagnon, qu'il soit solide, qu'il représente une protection, une protection ou une béquille, ou quelque chose de fort, de sûr, une protection. Et je crois, alors tu m'arrêteras si je me trompe, que ce qu'attend l'homme d'une femme, c'est qu'elle soit nourricière et donnante. Je pense que c'est ça. Je vois pas l'intérêt de casser ces modèles-là. Pourquoi faire? Pour avoir des femmes conquérantes et des hommes émasculés, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. J'ai discuté avec plusieurs filles dont j'ai eu l'impression qu'elles étaient un petit peu fascinées par moi. Elles voulaient m'approcher, enfin à différentes reprises à l'issue de conférences. Et j'ai l'impression que c'est ça qu'elles voulaient me dire. Qu'en fait, elles avaient envie de me dire que leur souci, c'était de trouver un homme comme ça et qu'elles étaient complètement larguées avec les modèles qu'on leur donne. Et en fait, les modèles qu'on leur donne, c'est même pas un homme, ça doit être comme ci, comme ça, c'est ça se consomme, quoi. Un homme, ça se consomme. Ben moi, je trouve pas qu'un homme, ça se consomme. Puis une femme non plus. Moi, je consomme pas les gens. Mais je l'ai jamais fait, en plus. Hein. J'ai certainement fait des conneries dans ma vie, et Dieu sait. Je crois que j'ai eu ma dose. Mais je pense pas avoir consommé. J'ai pas utilisé les gens. Jamais, en tout cas, jamais, ni sciemment, ni cyniquement, en toute hypothèse. Ça a pu m'arriver par faiblesse, en étant largué, angoissé, quoi. Mais c'est vrai que le modèle qu'on donne aux filles, c'est commencez vos expériences sexuelles jeunes. De toute façon, il ne faut pas regretter. Vous faites comme si vous faites. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Les relations entre les hommes et les femmes, c'est pas consommer pour se donner des sensations. Je suis pas d'accord avec ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça rejoint le sujet tout à l'heure. C'est une destruction. C'est une destruction de ce qu'il y a de plus beau. C'est une destruction du sacré. Dans la nature, c'est pas difficile, hein. Les relations sexuelles, c'est pour se reproduire. Bon. Donc c'est vite fait, c'est pas vite fait, on sait très bien qu'il y a des animaux qui vivent en couple. Mais la copulation, elle correspond très précisément à la reproduction. Ben, chez les humains, c'est une autre dimension. Mais c'est une dimension qui peut être dévoyée comme on le voit maintenant, c'est-à-dire c'est une activité de loisir. C'est une activité de loisir. Alors, il y a des inconvénients. De temps en temps, on tombe enceinte, ne vous inquiétez pas, il y a l'avortement. De toute façon, il y a la pilule. Alors, on file la pilule à des gamines. C'est effroyable, quoi. Les filles, elles sont formées comme des femmes. C'est des pitchottes. C'est fou, quoi. C'est fou. On leur donne la pilule. Alors, une fille qui a la pilule, bon, il faut que ça serve à quelque chose. Alors, elle va coucher. Avec qui, avec quoi, on ne sait pas. Pourquoi? Alors, un coup avec une fille, un coup avec un garçon. Attendez, c'est quoi, ça? C'est quoi les modèles qu'on nous donne? Je trouve que l'amour, c'est quand même ce qu'un homme et une femme peuvent faire de plus beau, à la condition de se prendre le temps, et puis d'y mettre le respect qui va avec. Bon, je ne veux pas donner une leçon de respect, mais
D'abord, je n'ai pas de leçon à donner, mais ça implique que ce n'est pas de la consommation. C'est pas interchangeable. On ne fait pas l'amour avec un homme, pareil qu'on va faire avec celui qui est à côté, puis qui sera disponible à ce moment-là. C'est pas comme ça la vie. Même si c'est comme ça qu'on explique aux jeunes que ça doit être. Et moi, je suis sûr que les jeunes, c'est pas ça qu'ils veulent. Et je suis persuadée, mais parce que je l'entends, parce qu'on me le dit, qu'une grande partie de l'angoisse des jeunes, notamment des jeunes filles, c'est qu'elles se sentent obligées d'aller dans une direction qui n'est pas elles. Et ça, je pense que c'est universel. Tous les jeunes, ils rêvent de l'amour. Mais on culpabilise les gens de croire à l'amour, ou en tout cas de l'espérer. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, l'amour, c'est des conneries. Il y a une petite jeune fille qui m'a dit, il y a quelques jours, notre prof de philo nous a expliqué que l'amour était une invention destinée à justifier le besoin animal qu'on avait de copuler. C'est-à-dire qu'en fait, un prof de philo explique à des mômes au lycée, vous avez envie de baiser, allez-y. C'est le système, machin l'église, machin patin couffin, tout ça qui vous opprime. Donc allez-y. L'amour est une invention destinée à vous culpabiliser et à vous empêcher de... Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Où on va avec ça ? Toutes les filles rêvent à l'amour. Les garçons, je ne connais pas. Toutes les filles rêvent à l'amour. J'ai parlé avec suffisamment de filles, et des Africaines en Afrique, et des Palestiniennes. On rêve toutes à l'amour. On rêve toutes à l'amour. Qu'on le trouve ou qu'on ne le trouve pas, c'est ce qu'il y a de plus dur à trouver au monde, hein, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Tout le monde ne trouve pas, mais tout le monde en rêve. Et des mômes là qui sont là, des petites jeunes filles, on leur dit vous allez être émancipées, alors vous allez coucher avec machin, coucher avec truc, vous essayez devant, vous essayez derrière. Non mais attendez, c'est quoi ça ? On appelle ça la libération. C'est une aliénation totale. Et je ne dis pas que les femmes ils perdent leur âme, parce que je ne suis pas sûre que nous ayons perdu notre âme, nous les nanas. Je ne pense pas qu'on l'ait perdu, mais en tout cas, de gros efforts sont déployés dans ce sens. Résistance. Résistance.